Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois Sylvie Mercier, qui est un des visages de la santé mentale cette année. On a plus tard à l'émission notre collaboratrice F. Cardinal qui vient avec son sujet « Le deuil d'un animal ». À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question des voyages qui forment la jeunesse. Alors tout ça dans le menu de Folie douce. Cette semaine, on commence en chanson avec Fragile et la chanson s'intitule « Je cours ». Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou stressé, vous syntonisez actuellement Folie douce. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité Sylvie Mercier. Bonjour Sylvie. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Oui, ça me fait plaisir de te recevoir. En fait, tu es un des visages de la santé mentale. On sait que chaque année, il y a, à travers le Canada, des gens qui sont choisis pour un peu représenter le visage, parce que souvent, c'est difficile de mettre un visage sur les problématiques de santé mentale. Puis tu es un de ces visages-là. Ce qui est intéressant aussi, je crois que cette approche-là, c'est de l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. C'est un très long nom, mais... Oui, exactement. Mais ils font un beau boulot parce que je trouve qu'ils réussissent aussi à trouver des gens de diverses régions du Canada. Tu sais, je pense qu'il y a un effort de dire, montrons un peu le portrait. Donc, parle-nous donc un petit peu de l'expérience. Comment peut-être t'es arrivé à être un des visages de la santé mentale? Disons qu'au niveau du processus de sélection, donc soit que c'est quelqu'un qui envoie la candidature pour nous ou on peut faire nous-mêmes la candidature. Et ensuite, si on est sélectionné dans cette première phase, ensuite, on a une entrevue téléphonique qui peut durer jusqu'à 1 heure avec plusieurs personnes. En fait, l'Alliance canadienne pour la maladie mentale est représentée par plusieurs organismes qui œuvrent au niveau de la santé mentale. Donc, il y avait 4 ou 5 personnes au niveau de l'entrevue là, qui posaient différentes questions là, sur mon parcours au niveau de la santé mentale. Pour voir finalement après, pour faire leur processus de sélection et voir effectivement, parce qu'il y a différentes personnes, il faut qu'on représente un peu les différentes régions du Canada et aussi évidemment différentes maladies mentales. Il ne faut pas que toutes les personnes aient les mêmes maladies mentales. C'est intéressant, mais si on parlait justement peut-être de ton vécu, parce qu'on a tous un vécu, puis le but ici, c'est de vraiment, évidemment, de montrer un peu que les gens peuvent s'en sortir, parce que si tu réussis à parler de santé mentale et à parler finalement de ton vécu, parce que ça fait partie un peu du mandat qui est sur 1 an, je pense, mais comment on pourrait expliquer un peu ton cheminement? Mon cheminement, je dirais, ça a commencé par une dépression assez sévère. Bon, il y a eu quelques petits épisodes avant, mais essentiellement là, par cette dépression-là. Ensuite, j'ai eu quand même quelques mois de rétablissement et lors de mon retour progressif au travail, j'ai fait un épisode de manie assez intense. Je pense qu'il était induit par la médication parce que à ce moment-là, je n'avais pas évidemment mon diagnostic de bipolarité. Ouais. Donc, c'est sûr que la médication qu'on m'avait donnée, ça peut déclencher des épisodes de manie si on a une prédisposition. Donc, c'est sûr que moi, je ne le savais pas, mais tout de suite, quelques semaines après mon traitement, donc j'ai fait un épisode de manie qui a duré quand même plusieurs semaines, où vraiment là, je pétais le feu, j'avais plein de projets, on rénovait la cuisine. Puis je me rappelle très bien, on était allés en vacances aussi en Guadeloupe à cette époque-là. Et puis, même à la suite de mes vacances, on venait de faire une marge hypothécaire sur la maison. J'avais acheté un appartement en Guadeloupe. Des choses complètement folles, en fait. Des dépenses inconsidérées. Je dormais très peu. Je dormais peut-être 4 heures par nuit. Ça roulait dans la tête à 150%. J'avais toujours des idées, toujours des projets. J'étais comme hyper active. Moi, ça se traduisait plus par aller faire des marches, des longues marches. Je sortais, puis j'allais pendant des heures marcher un peu n'importe où, au centre-ville, un peu partout, à travers Montréal. Même qu'une fois, tellement qu'il y avait mes parents qui étaient là parce qu'ils savaient
quand même que j'avais quelque chose, que j'étais malade, même si je voulais pas moi l'admettre parce que je savais pas que j'étais malade en fait. On se sent tellement bien qu'on n'a pas l'impression d'être malade. Et puis, j'étais partie tôt en début d'après-midi, puis comme vers 9h, 10h le soir, j'étais toujours pas rentrée, commençais à se demander, à avoir peur, est-ce que je suis partie quelque part, est-ce que... S'il est arrivé je pensais quelque chose, que même ouais. je pouvais prendre mon passeport et m'en aller à l'étranger, c'était comme vraiment... Donc, tu étais vraiment... c'est ça bon, c'était positif pour toi, mais Ouais. tu t'en doutais pas que c'était peut-être une problématique. C'est ça, exactement. C'est ça qu'on raconte, en fait, quand la bipolarité arrive, c'est ça, c'est qu'il y a des périodes où il se passe tellement de choses, c'est tellement extraordinaire, puis il y a d'autres périodes, c'est tellement down. C'est ça qui est ce qui est grave dans cette problématique-là. C'est ça, puis quand on est en période comme ça d'intensité, puis qu'on a plein de projets, on se sent super bien. Ouais. Et c'est très difficile d'amener ces gens-là à les consulter. Donc, je sais que, par exemple, mon conjoint, ma famille, ils ont essayé de se renseigner pour savoir comment faire. Moi, j'avais même eu un rendez-vous avec mon médecin de famille. Puis j'expliquais les affaires, mais je sais pas si j'ai réussi à la convaincre de mes choses, que j'étais correcte, puis j'étais en pleine forme. Puis c'est sûr que c'est quelque chose aussi que les médecins de famille connaissent moins. Hein. La bipolarité, c'est quand même... ça fait plus partie, je dirais, de la psychiatrie que de la médecine. Et même au niveau de la médication, après, c'est sûr que c'est plus un psychiatre qui peut réguler puis donner la bonne médication. Donc, malgré que j'ai été la voir, il n'y a pas eu d'action. Okay. Par la suite, j'ai fait comme une crise un peu. Je ne sais pas trop... comme j'étais complètement déconnectée de la réalité, j'ai été à l'urgence. À ce moment-là, ça, c'était... on était allé donc en Guadeloupe à Noël, puis ça, c'était en février. Okay, donc, ça a duré quand même assez longtemps. J'ai dû être hospitalisée, mais ils m'ont gardé juste 3 jours. Puis, finalement, ils m'ont pas gardé, là, à ce moment-là, parce qu'ils trouvaient que, comme j'avais jamais eu aucune crise avant, ils pensaient que c'était peut-être, en tout cas, ils m'avaient même fait faire un scan pour voir si c'était quelque chose de physique. Sauf que je pense que j'aurais pas dû avoir mon congé de l'hôpital parce que justement, ça n'aurait pas continué encore plus longtemps, mon épisode. Et quand on sait, quand ça dure longtemps, finalement, un épisode de manie, on peut développer aussi des épisodes psychotiques. Ouais. Donc là, moi, j'ai développé aussi, en plus de mon épisode maniaque, finalement, des troubles psychotiques. Donc, où là, on perd le contact avec la réalité. Donc, moi, je pensais que mon téléphone était sur écoute à la maison. Je pensais que mon conjoint m'espionnait. J'avais toutes sortes d'idées comme ça, irréelles. Et c'est arrivé finalement comme ça. Ça date de longtemps, ça, parce que tu sembles très bien. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, OK, quand même. Ouais. C'est pas si longtemps, mais donc, il n'y avait rien eu avant. C'est arrivé comme ça. Fait que on se dit toujours la santé mentale, des fois, c'est un déclencheur, c'est une accumulation de choses, de stress, de toutes sortes de choses, mais ça a certainement changé ta perception. Est-ce que tu t'étais déjà préoccupé de la santé mentale? Peut-être probablement pas autant que maintenant. C'est sûr que moi, j'ai toujours travaillé quand même dans ce domaine-là, relié à la santé mentale parce que j'ai travaillé longtemps dans les programmes d'aide aux employés, donc c'est sûr que je connaissais très bien quand même les problématiques de santé mentale, les différentes maladies, j'ai eu beaucoup de formations, donc je connaissais très bien, mais quand on va bien, on se dit « Ah ben non, ça arrive jamais », tu sais, ça arrive toujours aux autres, mais jamais à nous. Hein. C'est un peu cette perception-là, je dirais. Même si on travaille dans le domaine, c'est ça. Exact. Même en travaillant dans ce domaine-là. Donc, c'est sûr que, puis, comme je dis, un épisode de manie, on n'a pas l'impression d'être malade, donc on ne veut pas aller consulter. Puis, mais j'avais aussi, le fait d'avoir des éléments psychotiques, j'ai développé aussi des comportements comme je conduisais de façon dangereuse avec ma voiture, j'allais vite, Puis c'est ça qui m'a amené en fait à être hospitalisée. Ma première hospitalisation, c'était à cause finalement un peu du comportement. De comportement dangereux avec mon véhicule. Ouais. Puis que là, j'ai finalement après une vaste négociation parce qu'évidemment, moi, je voulais pas aller à l'hôpital. Je faisais comme si tout était normal parce que dans ma tête, j'avais toujours dans un recoin de ma tête, quand je parlais
au monde, je savais quand même, je disais jamais vraiment la vérité entre guillemets parce que tu je voulais savais te protéger. C'est ça, je voulais me protéger, puis je voulais pas que les gens me prennent peut-être pour une folle ou m'emmènent à l'hôpital. Donc, c'est sûr que finalement... Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y avait la police, il y avait l'ambulance. Ouais. Puis, donc, finalement, je me suis retrouvée à l'hôpital. Puis, en plus, c'était même pas l'hôpital de ma région parce que c'était comme là où j'ai un chalet. Là. Donc, je m'en allais par là, en fait. Puis, j'ai été hospitalisée là pendant 3 jours avant d'être amenée à Montréal. À Montréal. C'est ça tout à l'heure, tu parlais, tu avais consulté un médecin de famille. On a toujours l'impression que quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, quelqu'un qui est, entre guillemets, malade, va être down, va avoir des idées suicidaires, tout ça, mais ça doit être fréquent que ce diagnostic-là se pose pas quand quelqu'un est en manie parce que c'est tellement... on a l'impression que la personne a plein d'énergie, puis il y en a dans la société des gens qui n'arrêtent pas puis qui dorment justement 4 heures, donc exact. C'est ça qui est difficile en fait parce qu'au niveau de la bipolarité, il y a 2 types aussi de bipolarité. Il y a ceux qui sont plus en dépression, en phase dépressive, puis ceux qui sont plus en phase maniaque, c'est-à-dire comme toujours débordant d'énergie. Mais ceux qui sont la phase dépressive, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à diagnostiquer parce que, on est comme Dan, on veut plus rien faire, on n'a plus le goût de rien faire, on a des idées noires. Mais la phase maniaque, on peut penser, tant qu'on n'a pas d'éléments psychotiques qui nous font perdre contact avec la réalité, puis que là, on voit qu'il y a quelque chose de plus grave, mais ça peut paraître correct, puis on peut ne pas identifier la maladie. Oui. Sylvie, merci. Donc, tu es un des visages de la santé mentale, un des 5, je pense qu'il y a 5 visages à travers le Canada. Comment tu vois cette expérience-là? Est-ce que tu la vois comme faisant partie de ton rétablissement? Est-ce que tu vois ça comme faisant un peu de l'éducation aux gens? Comment tu la vois? Est-ce que tu as un but en faisant cette approche-là? Bien, c'est sûr que mon but, c'était aussi de partager mon expérience pour donner espoir aux personnes qui vivraient la même situation ou qui vivraient un autre type de maladie mentale. Je pense que c'est important d'en parler, de partager notre vécu. Justement, suite à ma semaine que j'ai passée à Ottawa, j'ai reçu un témoignage d'une personne que je trouvais très émouvant, justement, qui me disait que juste d'avoir vu mon vidéo, ça l'a beaucoup aidé, puis qu'elle voulait entrer en communication avec moi, qu'elle avait le même type de problématique. Ouais. Donc, c'est quelque chose de très, je trouve, très émouvant, très touchant. Puis c'est sûr que l'autre objectif aussi, c'était d'aller un peu sensibiliser les gouvernements au niveau de l'importance d'avoir plus d'argent au niveau de la santé mentale. On sait que la santé mentale et la santé physique, il y a un manque de parité au niveau du financement. Donc, l'objectif, c'était aussi d'aller rencontrer des députés, finalement, pour faire la promotion de cette parité-là et pouvoir aussi augmenter le financement au niveau de la santé mentale. Et c'est bien qu'à chaque année, ça se maintienne, cette activité-là, parce qu'à chaque année, je suis toujours étonné de la qualité de gens qui deviennent des visages de santé mentale. On a reçu plusieurs à l'émission, puis à chaque fois, je me dis, mais il y a tellement de gens qui sont prêts à bien décrire ce que c'est la santé mentale, qu'on sent que ces gens-là ont passé à travers un processus, mais ils sont capables de regarder avec une perspective. C'est vraiment intéressant. Comment on fait, Sylvie, il reste quelques secondes, comment on fait pour trouver peut-être ta vidéo, justement, où tu racontes et celle des autres aussi de cette année? Est-ce que j'imagine qu'en cherchant un visage... Oui, il y a sur YouTube, en fait, sont disponibles. Si on fait une recherche sur l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale, on va les trouver, ou visage de la maladie mentale, j'imagine qu'on va les trouver c'est intéressant également. De regarder parce que ça nous donne en quelques minutes des portraits, puis dont le tien. Alors, j'invite les gens à aller le voir. Moi, je l'ai vu. Je trouve ça très intéressant, très humain, un peu ce que tu fais aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et puis bonne expérience pour cette édition-là de Visage de santé mentale. Merci d'avoir été à Folie Douce. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Nous aussi. Au revoir. Au revoir. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui Pierre, le sujet, les voyages qui forment la jeunesse. Oui, selon le fameux dicton qu'on a tous entendu déjà, les voyages forment la jeunesse. C'est basé certainement sur des vérités. Oui.
Ça doit, parce que tu dois apprendre à te débrouiller par toi-même. Ben, tu vas voir, en fait, il y a plusieurs raisons. Puis dealer avec du monde que tu connais pas. Exactement. Si on regarde sur le site français, les proverbes, on nous dit ce proverbe est souvent attribué à Michel de Montaigne, un écrivain français du 16e siècle. Mais à tort, Montaigne recommande pour les enfants la visite des pays étrangers. Pourtant, il en exprime ainsi l'utilité. Il disait, pour en rapporter principalement les humeurs de ces nations et leurs façons, et pour frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui. À travers les époques, les intellectuels se sont beaucoup interrogés sur la valeur éducative des voyages. Si je regarde par exemple un article que j'ai trouvé sur Internet par M. David Nathan, qui est blogueur et passionné de voyages, il nous dit « Les voyages forment la jeunesse. Il est bien difficile de ne pas être d'accord avec ce célèbre proverbe quand on pense à toutes les vertus et tous les bénéfices de voyager quand on est au début de sa vie. » Et il n'est pas le seul à le dire. C'est pas juste au début de sa vie, ça peut être à tout âge. Oui, mais là, ici, on parle principalement quand on est jeune. Oui. D'où le proverbe. Oui. Il nous dit beaucoup d'adolescents vivent chez leurs parents et n'ont jamais vraiment quitté le nid familial. Faire un premier voyage représente alors une séparation qui est pour certains une véritable épreuve. Partir en voyage, quitter le cocon et constater que tout se passe bien est une séparation très saine quand on est jeune. Voyager est une expérience en soi, mais on peut aussi en profiter pour vivre plein d'expériences uniques. Par exemple, sauter en parachute, faire de la spéléologie, du rafting, visiter un monument millénaire, cuisiner même avec les locaux. Partir en voyage, c'est avoir à gérer ses déplacements, comme ne pas rater le train ou l'avion, ou ses repas, contrôler son budget, son hébergement, c'est être responsable de ses affaires, ne pas perdre son passeport, ce dont je... Oui, ça, c'est pas mal utile. C'est pas mal utile. T'as-tu fait l'expérience, non? Oui, non, moi, je ne l'ai pas perdu. Non, et alors, c'est tout simplement devenir autonome. Oui, il y a aussi des jeunes qui se définissent en faisant des voyages de coopération. Oui, ça existe aussi. Mais M. Nathan nous dit, à part si on fait un voyage type pèlerinage chemin de Compostelle, pendant lequel on va être en mode introspection, on devrait rencontrer beaucoup de monde pendant le voyage. Pour certains jeunes qui voient finalement dans leur vie de tous les jours toujours les mêmes personnes, le voyage est une façon de rentrer en interaction avec les autres ou d'aller à leur rencontre, ce qui est une démarche très enrichissante. Et quand on va à la rencontre des autres, on va aussi à la rencontre de leurs différences. Cette confrontation est très saine. Elle ouvre l'esprit, elle enrichit. Partir en Afrique, en Asie ou dans un village de montagne d'Amérique du Sud, ce sont autant de façons de découvrir toutes les différences culturelles, de modes de vie qui font la richesse de l'humanité. Moi, je mettrais juste un petit bémol. Il faut quand même que tu contrôles le danger. Oui, de ne pas aller dans un endroit où est-ce que tu peux risquer d'être en danger ou perdre ta vie. D'aller nager avec les crocodiles. Oui, non, mais même à ça... Dans les quartiers chauds, peu recommandés. Il y a des régions, on dit que c'est peut-être pas... Il faut que tu connaisses où aller et quand aller. Ça serait de l'imprudence. Il ne faut pas s'aventurer dans... Oui. M. Nathan continue en disant « Voyager, c'est souvent choisir de passer du temps dans un pays dont on ne parle pas forcément la langue. Rien de mieux pour, encore une fois, faire face à la différence. On peut essayer d'apprendre quelques expressions de base ou bien carrément d'apprendre la langue. Apprendre une langue étrangère, c'est avoir une réflexion sur la sienne, un exercice des plus salutaires. Quand on voyage, on ne peut pas faire autrement que de voir les différences avec ce qu'on connaît chez soi. On compare souvent instinctivement. Être confronté à la misère d'un pays, à la rigueur d'un pays autoritaire, c'est aussi relativiser ce qu'on pensait être de gros problèmes dans le sien. Voyager dans un pays étranger, c'est découvrir la gastronomie locale. Rien de mieux pour s'ouvrir l'esprit, pour tester un tas de choses, pour donner à son palais telle épice inconnue, tel plat si original. La bouche aussi peut se former. Mais moi, j'aurais peur d'essayer toutes sortes de choses si j'allais en Inde. Oui, il a développé la bouche aussi pour la nourriture et
pour connaître aussi le plaisir avec le sexe opposé ou similaire. Ça, c'est pas la même chose. C'est la découverte en voyage. Ça peut être de la découverte, oui. Monsieur Nathan, en conclusion, nous dit « Voyager quand on est jeune, c'est avant tout le plaisir. Qu'on le fasse en solo ou avec des amis, cette notion ne doit jamais être sous-estimée. Quand on voyage jeune, on a tendance ensuite à devenir un voyageur pour la vie. » Et c'est difficile de ne pas être d'accord avec ces propos. Et finalement, dans un autre article, là, je n'aurai pas vraiment le temps, mais j'y reviendrai plus tard. Puisqu'on a bien sûr 2 blocs, Espresso qu'on fait maintenant et Espresso allongé qui sera plus tard dans l'émission. Alors, on va pouvoir écouter encore ça sur le sujet. Exactement. Ben oui, merci Pierre, merci Ghislain. Merci. Demeurez des nôtres à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaboratrice Ève Cardinal nous propose son sujet « Le deuil d'un animal ». À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet « Les voyages qui forment la jeunesse ». Vous entendrez aussi en chanson « Montailleur » de Sally Folk et « Éruption » de Gaël Faye. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à Folie douce? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. Encore une fois, je suis heureux d'accueillir Ève Cardinal. Bonjour Ève. Bonjour Yvan. Bonjour, bienvenue à Folie douce encore une fois. Un gros merci. Merci à toi d'être là. Tu vas nous faire un sujet qu'on n'a jamais, je pense, parlé. En fait, c'est comment faire le deuil de son animal de compagnie, parce qu'on sait que c'est pas facile à vivre, là. C'est quand même sérieux. On s'attache, c'est un membre souvent de notre entourage, membre de la famille. Donc, c'est un sujet bien intéressant. Puis, j'ai bien hâte d'entendre ce que tu as à dire sur le sujet. Bien, tout à fait. Et comme tu le dis si bien, là, en effet, Yvan, souvent, et en particulier, on le verra là, tantôt pour les enfants d'une famille, c'est un membre de la famille. Les enfants peuvent parler à leur animal de compagnie, que ce soit un chien, un chat, un poisson rouge, comme si c'était leur frère, leur sœur, ouais. Donc vraiment partie intégrante. Donc, on va voir un peu plus tard, justement, comment on fait le deuil aussi avec les enfants. Mais pour commencer, c'est sûr que je crois, en fait, dans le passé, j'ai fait une chronique concernant les bienfaits de la zoothérapie, de la présence des animaux, de la ronron-thérapie en termes de santé mentale. Et effectivement, la présence des animaux de compagnie dans une famille ou même auprès de personnes qui sont isolées, peu importe, en fait, la présence d'un animal peut atténuer de grandes souffrances et apporter de grandes joies. Donc, quand on perd un animal de compagnie, on perd carrément un compagnon de vie. Hein? Mm-hmm. Donc, souvent, quel que soit l'animal que l'on possède, on sent que l'animal ne nous juge pas, qu'il n'est pas jaloux, qu'il ne nous trompe pas. En fait, bon, je ne dirais pas ça de mon chat parce qu'elle sort à toutes les nuits sans m'avertir, là, mais en tout cas... les chats, c'est peut-être un cas à part, mais la plupart des animaux, mais c'est pas tous les chats encore, il y en a qui sont peut-être moins dépendants. Hein? Tu connais plus les chats que moi. En fait. J'adore les chats, donc, mais ceci étant dit, c'était une petite aparté. Ouais. Mais souvent, on a l'impression justement que cet animal-là
fait partie de nous-mêmes. Hein? Donc, quand on perd un chat, un chien, un animal, de la même façon qu'on perdrait quelqu'un dans notre famille, on affronte souvent l'incompréhension des autres. Ouais. Oui. Les gens ne comprennent pas. Les gens qui n'ont pas d'animaux, des gens qui sont peut-être à l'extérieur de ça, ils pensent que c'est un peu une folie. Puis, c'est ça. Hein? Ben, absolument. Donc, souvent, on va entendre, ben voyons donc, c'est juste un chat, c'est juste un chien, ressaisis-toi, va au pet shop, va à la SPCA, va en acheter, en adopter un autre. C'est ça. Mais puis ça, même, Yvan, c'est pas juste les gens qui n'ont pas d'animaux, parce que les études démontrent qu'on a différents degrés d'attachement à un animal, dépendant même de nos expériences passées. Ouais. Donc, il y a certaines personnes que l'animal représente l'enfant qui n'ont carrément pas eu, hein? Donc, c'est un lien les liens sont super variés émotivement entre, en fait, le niveau d'attachement à un animal. Oui, ou même l'enfant unique va peut-être penser que c'est un peu son frère. Ou, c'est ça, là. Tout à fait. Donc ça, c'est difficile à quantifier. Puis de toute façon, hein, dans la vie, peu importe que ce soit un deuil, une souffrance, hein, c'est très difficile de quantifier la souffrance de l'autre. Mais particulièrement quand il s'agit du deuil d'un animal, on va dire, ben, écoutons, c'est pas ton père, ta mère, et sans minimiser là, tout ça que mais moi, j'ai perdu mes 2 parents, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais on a tendance à... disons, juger les gens qui vont comparer le deuil d'un animal à celui d'un être humain. Donc déjà, la personne peut se sentir très incomprise, hein, jusqu'à en faire vraiment une dépression. Tout à fait. Penser que c'est ça que personne ne la comprend, puis effectivement, plusieurs peuvent sous-estimer l'importance que ça a un animal, puis souvent, l'animal va aussi, on va avoir plusieurs deuils à faire, parce que les animaux, en général, ne vivent pas très longtemps, malheureusement. C'est pas comme, à part certains animaux qui peuvent peut-être nous vivre plus longtemps que nous, là, mais c'est assez rare. Donc, c'est quand même quelque chose, il faut quand même qu'on prévienne ça d'une certaine façon, parce que c'est à peu près sûr que ça va arriver aux gens qui ont des animaux. Là. Ben, en fait, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que ça fait partie, ça aussi, d'un aspect psychologique. Hein. Il y a plusieurs personnes même qui hésitent à avoir des animaux parce que normalement, puis c'est ce qu'on souhaite absolument à tout le monde, notre enfant va nous survivre plus longtemps. Ouais. Nos parents vont mourir avant nous, mais ça fait partie d'un certain cycle de normalité, alors que l'animal, c'est automatique ou presque qu'il vive moins longtemps. Donc, on va devoir faire face à un deuil et même à accepter la mort, d'où me vient à parler d'un deuxième aspect très important chez les personnes endeuillées de leur animal, c'est l'euthanasie. Bon, c'est un débat de société qui est très, très large au niveau des humains, mais au niveau des animaux, disons que, bon, ça arrive souvent que pour alléger les souffrances d'un animal, on va choisir l'euthanasie. Maintenant, il y a peut-être des gens non plus qui ne choisissent pas ça, mais souvent, bon, c'est vu comme étant le fait de mettre, si on veut, fin à la souffrance d'un animal. Donc, dans ces mots-là, souvent, les gens qui vont faire euthanasier leur animal vont se sentir extrêmement coupables. Même chose que s'il arrive un accident à leur animal, par exemple, le chat sort dehors, le chien se fait écraser, peu importe, va avoir un gros mécanisme de culpabilité dans le deuil. Et ça, sérieusement, là, ça fait vraiment face à des comportements qui peuvent, tu sais, la culpabilité, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie, peut mener vraiment à une perte d'estime de soi, à une perte de confiance, à de l'anxiété, à de la dépression. Donc, oui, ça a un impact, c'est un réel deuil qui engendre des souffrances psychologiques qui peuvent être importantes chez certaines personnes. C'est peut-être même pas comparable à aucune sensation, tu sais, chez l'être humain. Tu sais, quand tu parles qu'un animal se fait frapper, par exemple, la culpabilité qui vient avec ça, c'est rare qu'on va ressentir ça chez un être humain, tu sais, un être humain qui va être mort dans notre entourage, à moins qu'il arrive quelque chose de vraiment... Mais j'ai l'impression qu'on ne peut même pas comprendre ce que c'est, à part quelqu'un qui le vit. C'est quand même dramatique là, comme sensation. Bien, tout à fait, parce que le plus difficile ensuite, c'est d'en parler. Donc là, à partir du moment où est-ce que, si on veut, je lisais le cas d'une adolescente là, qui racontait dans les médias sociaux que ses amis, pour se moquer d'elle, lui amenaient des petites boules de poils de chat, d'autres chats pour rire d'elle, alors qu'elle vivait réellement un deuil et que ça amenait à des séquelles psychologiques assez importantes. Donc, et qu'après ça, quand on fait rire de soi, mais on n'ose plus en parler. Hein, donc, on se dit, bon, c'est ridicule, tout ça. Et on enferme, si on veut, cette anxiété-là, ce deuil-là en soi, ce qui fait en sorte que ça a encore
répercussions là, assez importantes chez certaines personnes. Donc, il ne faut pas minimiser ça. Tu sais, quand on demande à quelqu'un de 1 à 10 là, combien tu as mal, ben c'est juste la personne qui peut répondre de 1 à 10 combien elle a mal. Donc, c'est la même chose pour le deuil, c'est la même chose pour une souffrance psychologique, puis c'est la même chose pour le deuil d'un animal. Oui, exactement. C'est intéressant. C'est un sujet, en fait, qui est étonnant même, parce que je pense que j'aurais jamais pensé à amener ce sujet-là, mais le fait que tu l'amènes, je me rends compte comment c'est important. Il y a tellement de gens qui ont des animaux de compagnie. C'est presque tout le monde en a, jusqu'à un certain point. Je pense qu'aux États-Unis, on disait qu'il y a autant de chiens et de chats que presque d'êtres humains. Là. Donc, il y a je pense qu'on a beaucoup des sociétés en Amérique du Nord, entre autres, peut-être en Europe, mais avec des animaux de compagnie. C'est très omniprésent là, chez les gens. Et tellement qu'il y a même maintenant certaines entreprises, et ça, encore là, c'est moins présent en France, mais beaucoup au Canada et aux États-Unis. Hein, j'ai été très surprise de lire ça. Et aussi en Grande-Bretagne, où est-ce qu'on sait qu'ils sont très attentifs aux animaux. Il y a en Grande-Bretagne, on permet des congés pour adoption d'animaux. Donc, mettons que moi, j'adopte un chat, là, il y a certaines entreprises que tu peux prendre ta journée pour adopter ton chat, aller le chercher. L'acclimater à ton environnement. Tout le kit, ça, ça en bon français. Et au Canada et aux États-Unis, maintenant, il y a des entreprises qui accordent des congés familiaux ou de deuil, même pour le deuil d'un animal de compagnie. Mm-hmm. Et moi, je peux te dire, Yvan, que si mon chat mourait demain matin, j'espère... En tout cas, même si ma patronne m'écoute, je ne serais pas au travail demain matin. Est-ce que tu as déjà personnellement vécu, parce que je pense que tu aimes les animaux depuis longtemps, je ne sais pas si ça fait longtemps que tu en as, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation-là, puis comment tu as réagi? Oui, oui. Sans que ça soit trop... je ne veux pas sortir ton histoire personnelle, mais des fois, ça peut aider, tu sais. Ben écoute, j'ai eu mon chat Bottine à l'âge de 7 ans. Justement, je vivais dans une famille monoparentale. Le divorce était très difficile. Et je vivais dans des blocs appartements. Donc, il n'y avait pas le droit. En tout cas, c'est malheureux. Maintenant, on n'a pas le droit de chat à plusieurs endroits. Mais à l'époque, oui, on avait droit à un chat. Donc, mon premier chat s'appelait Bottine. Et quand on a dû la faire euthanasie, j'ai tellement figé. Puis ça, j'ai lu ça, que finalement, c'était normal, entre guillemets. J'ai tellement figé que j'ai pas été capable d'aller la faire euthanasier avec ma mère, alors qu'elle était très, très malade. Donc ça a été une expérience. Et ensuite, j'ai eu une autre petite chatte du nom de Ciboulette, qui était grise, comme dans Félix et Ciboulette. Donc ça, c'est un peu de ma génération. C'est des beaux noms, en tout cas. Et Ciboulette, en fait, avait une malformation à la naissance qui faisait en sorte qu'elle avait des gros problèmes au niveau de ses organes. Donc, j'ai dû, elle aussi, la faire euthanasier et ça m'a brisé le cœur. Et en ce qui concerne mon chat Galipette actuellement, j'espère qu'elle va rester le plus longtemps possible avec moi. Ouais. Et ça soulage beaucoup d'angoisse et ça m'apporte surtout beaucoup de joie de l'avoir. Est-ce qu'il y a une façon de prévenir ça? Tu sais, c'est un peu comme quand on dit aux gens... je sais pas, préparer les choses avant que ça arrive, tu sais, de ne pas être confronté à la situation parce que, comme tu dis, des fois, il y a des situations qui font qu'il faut qu'une décision se prenne. Puis, est-ce qu'on peut se préparer à ça? Est-ce qu'on veut... est-ce que, inconsciemment, on veut toujours comme pas voir ça, puis ça n'arrivera pas ou ça arrivera un jour, puis on n'y pense pas trop? Comment on doit se préparer ou est-ce qu'on doit se préparer à ça? Ben encore une fois, super intéressant. On dirait que tu as lu les mêmes lectures que moi, Yvan. Effectivement, il y a même des entreprises, on dirait peut-être que c'est lucratif, mais qui offrent même des commémorations pour les animaux. Donc, si on sait que, on se prépare à l'euthanasie, et même avant l'euthanasie, c'est de prendre des photos, aller prendre une dernière marche avec le chien. Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui est, entre guillemets, excusez-moi, mais en phase terminale. Puis là, je veux pas lancer le débat sur l'euthanasie ici, là. Mais, tu sais, c'est de se préparer psychologiquement, de se donner des outils. Il y en a qui vont vouloir avoir une petite mode de poil de leur animal. Il y en a qui vont faire une petite urne. Tu sais, c'est des croyances qui sont pas nécessairement religieuses ou peu importe, peut-être spirituelles, mais qui peuvent aider les gens, oui, dans le processus de deuil. Puis c'est important aussi de préparer les enfants. C'est ce que je disais là en début de chronique. Il faut en discuter avec eux selon leur maturité émotive. Mais il faut surtout pas leur dire apparemment, puis ça c'est pas mal unanime là, dans ce que j'ai lu, que l'animal s'est endormi ou qu'il est parti. Parce que l'enfant va penser qu'il va se réveiller. Il faut dire la vraie chose. Oui, dans des mots simples. Mais est-ce que c'est souhaitable
on reçoit un chat, puis il est jeune, puis on dit, en général, ça vit quoi, des chats, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas combien. Une moyenne de 14 ans pour 14 un ans. chat, oui. Est-ce qu'on doit, quand il est jeune, préparer les gens de la famille, ou les enfants surtout, peut-être à ça, de dire, un jour, ça se peut qu'il arrive quelque chose, on ne le souhaite pas, mais est-ce que c'est recommandé? Ben, écoute, à la lumière de ce que j'ai lu, oui, parce que de dire à l'enfant, écoute, Bibi, écoute, un chat, normalement, ça vit tant d'années. Ouais. Hein? Donc, mais évidemment, peut-être pas un enfant de 3 ans, mais tu sais, un enfant, disons, 5 à 10 ans. Là. Ouais. Même un adolescent, ça peut être difficile. En tout cas, c'est une autre histoire à ce niveau-là. Mais oui, préparer de dire, tu sais, l'animal qu'on a adopté, on va l'aimer beaucoup, on va tout lui donner ce qu'on peut, mais normalement, ça vit jusqu'à tel âge. Donc, oui, tu sais, il faut se préparer à être confronté à ce qu'il décède, tu sais, à un moment ou à un autre. Là. Avant de terminer, Ève, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut consulter pour avoir de l'aide? Est-ce qu'il y a des organismes ou sinon des choses à lire, comme d'habitude, des références? Il y a une tonne de références là-dessus dans Internet, mais pour vraiment avoir les outils nécessaires, c'est d'en parler à son vétérinaire. Et souvent, même le vétérinaire peut être une aide au niveau du deuil parce que le vétérinaire est proche de la réalité de l'animal, donc peut aider même le patient humain à passer au travers. Il y a un site intéressant pour les amoureux de chats qui s'appelle Les Duchateurs. Donc, oui, s'il en parle au niveau de ce processus-là. Mais il y a vraiment beaucoup d'articles là-dessus. Là. Donc, moi, j'ai pris ça dans des sites comme le Châtelaine, dans psychologie.com. Donc, il y a beaucoup de lectures là-dessus. Merci beaucoup. Très bon sujet. Merci, Ève Cardinal. Fait plaisir. À la prochaine. Bye. Au revoir. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. Nous poursuivons tel que promis avec le bloc Espresso allongé. Alors, Pierre Laporte, tu as débuté le sujet, les voyages qui forment la jeunesse. Ouais. Juste souligner, Pierre, que c'est un voyage, c'est pour beaucoup de jeunes, ça les définit aussi. Leur personnalité, puis ce qu'ils veulent et faire dans la vie. Oui, aussi. on dirait que c'est en se confrontant aux autres qu'on apprend qui on est vraiment. Tout le temps. Ouais. Alors, je vais vous lire un autre article de ce même monsieur, David Nathan, qui est blogueur et passionné de voyage. C'est sur le site voyage.ca. Il nous dit « La plupart du temps, quand on voyage, on le fait à 2 au minimum. C'est plus agréable, c'est plus sécuritaire, etc. Pourtant, partir seul présente bien des avantages. En voici 6. Premièrement, parce qu'on n'est jamais seul. On dit partir seul, mais il serait plus exact de dire partir sans des gens que nous connaissons. Car dans les faits, vous ne serez presque jamais seul, à part si vous allez faire du trekking dans le désert. Mais dans ce cas, il est préférable de ne pas le faire seul, justement. Oui, surtout que la plupart des jeunes restent dans des auberges de jeunesse. Où ils sont pas souvent tout seuls. Ils couchent souvent dans des chambres à 4 ou 8. Ça doit ronfler, par exemple. Ah, ben ça, on dit... Ça fait partie des voyages. C'est comme on dit. Ça forme la jeunesse. Ça forme savoir comment dormir quand tu vas être plus vieux. Là, Monsieur Nathan nous dit, quand on voyage seul, on rencontre forcément des gens et on est beaucoup plus enclin à parler avec eux. Deuxièmement, pourquoi voyager seul? Pour sortir de sa bulle. Nous sommes tous pris la plupart du temps dans notre bulle, que ce soit la bulle familiale, la bulle des collègues au travail, la bulle de son cercle d'amis. On s'y sent plus ou moins bien, mais la plupart du temps, ça donne des repères. On s'y attache, on s'y sent bien. La contrepartie, c'est qu'on n'en sort que rarement. En partant en voyage solo, on va faire exploser ces bulles et aller dans une bulle bien plus grande, c'est-à-dire la planète au complet. On sort en fait de ce qu'on appelle la zone de confort. Oui. On sort de notre zone. Plus que la planète, un pays différent. On va commencer par un pays différent. Un à la fois. Oui. Troisièmement, pourquoi voyager seul? Pour mieux apprécier les autres. Quand on part, on casse le lien qui est parfois très fort avec nos proches. Partir seul n'est pas une façon de montrer son mépris ou son indifférence. C'est simplement de réaliser un voyage où l'on accorde de l'importance à soi et aux autres quand on va rencontrer sur la route. Et quand vous rentrerez chez vous, vous apprécierez encore plus vos proches. Oui, puis il faut toujours connaître aussi les paramètres du pays dans lesquels tu t'en vas.
Surtout des pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil, des pays qui sont assez gros et monstrueux. Quand tu n'es pas habitué, quand tu viens d'une société comme le Québec, on n'est pas une grosse population, se ramasser à Rio. Mais en même temps, il y a de la démystification à faire là-dessus parce que souvent, on voit ça gros, mais ça dépend aussi. Oui, mais il y a des villes de 15-20 millions, mais nous autres, on trouve ça vite à Montréal. Il y a des villes que ça va encore plus vite, qui sont plus immenses que les nôtres. Mexico et Hong Kong. Rio, Quatrième raison de voyager seul, selon M. Nathan, pour ne pas avoir à faire de compromis. Partir à plusieurs, c'est souvent faire des compromis. On mange au resto italien ce soir? Non, je préfère indien. On va faire de la raquette ou du ski? Moi, je préfère la luge. Il y a toujours des compromis à faire, que ce soit à petite ou à grande échelle. En partant seul, vous ferez ce qui vous plaît vraiment. Oui, tu peux pas t'estiner avec toi tout seul. Il n'y a pas de chicane. S'il y en a, ça va pas bien. Ouais. Cinquième raison, pour le sentiment de liberté. Même si ça peut faire peur, partir seul, c'est accéder à un sentiment de liberté absolue. Votre route se construit au fur et à mesure de vos envies et c'est vous seul qui êtes en contrôle de vos activités. On est souvent soumis aux contraintes d'horaire, de travail, etc. Là, les seules contraintes seront celles que vous vous imposerez. Oui, là, la différence, c'est pas un voyage pour aller travailler. Là, on parle ici de voyage d'exploration, de tourisme, c'est ça. Et sixième et dernière raison de voyager seul, pour se rencontrer. Partir seul en voyage, c'est avant tout partir à la rencontre de soi-même. On se découvre vraiment, loin de son cadre de vie habituel. Comment on réagit face à l'inconnu, face à l'aventure. Sommes-nous vraiment faits pour le voyage en solo? Une seule façon de le savoir, c'est de l'essayer. Oui, il y en a qui sont devenus accros au voyage, ils font juste ça dans leur vie. Là, ce qui est peut-être pas une bonne chose, dans le sens que tu as des racines en quelque part. Je pense qu'il faut que tu fasses un peu le déplacement, puis il faut bien que tu aies une maison en quelque part. Je te dirais que c'est pas une mauvaise chose de devenir accro au voyage. Ça veut pas dire que tu n'aimes pas ton propre pays. Non, mais il y en a qui partent de longtemps, ils partent comme ils sont jamais ils sont tout le temps partis, ils vivent uniquement sur la route. C'est pas la même chose que partir 3 mois. Oui, mais il y a des gens qui font comme ils peuvent avoir trouver des emplois à l'étranger. Oui, ça, il y en a. C'est sûr, ça, c'est pas la même chose. Ou ils participent à des programmes. Oui, la coopération internationale, ça, c'est une autre. C'est pas comme un voyage. Ça peut être 6 mois, ça peut être. 1 an, souvent. Oui, ça, c'est bon. Comme tout à l'heure, j'ai dit, c'est. Ça forme, tu dois t'apprendre les difficultés et les misères de la vie. Pour revenir à ton sujet, en fait, il reste 30 secondes. Moi, je me suis posé la question, mais ce que je me disais, ce que je trouve peut-être plate du voyage solo, c'est que tu peux pas partager autant. Quand tu voyages avec quelqu'un, même si tu montres des photos, si tu parles de ton voyage, c'est ce que tu ressens sur place. Si la personne le vit, elle aussi, moi, je trouve que c'est plus intéressant. Oui, mais ça, c'est... mais tu peux te faire des amis en voyage. Oui, mais c'est comme... Il y en a qui ont besoin d'aventure aussi. Aussi, oui. D'aventure, puis même de s'exposer un peu au danger. C'est ça, il y en a pour tous les goûts. Merci, Pierre, pour le sujet. Merci, Ghislain. Merci. Merci. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie douce, alors, Ghislain, on a bien sûr notre habitude d'écouter des chansons à chaque émission. C'est important. Et les nommer surtout. Oui. Alors, on va nommer ça. La première chanson qu'on a écoutée, Je cours. De Fragile. Oui, on a entendu Mélamine. Oui, de Lydia Kepinski. En deuxième demi, on a pu entendre Montailleur. De Sally Folk. Et à l'instant, Éruption. De Gaël Faye. Merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci, Pierre, pour la mise en onde. Merci. Merci également pour tes blocs Espresso où tu nous as parlé des voyages qui forment la jeunesse. C'est un dicton qui dit la vérité. Je pense que oui. C'est tout à fait ça. Notre invité en début d'émission était Sylvie Mercier, qui est un des visages de la santé mentale cette année. Alors, merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été des nôtres et d'avoir parlé de santé mentale avec nous. Notre collaboratrice, Ève Cardinal, était aussi des nôtres et nous a parlé pour sa part du deuil d'un animal. Alors, tout ça dans le menu de Folie douce. Cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.
Bop,